Alors bonjour et bonne année. Bonne année. On a des tas de choses à voir ensemble. On pourra mieux vous en parler la semaine prochaine où on fait notre assemblée générale. Tout le monde est invité au moins de venir. Ceux qui ont payé leur cotisation pourront aussi voter. Pour nous, c'est bien si vous êtes un certain nombre à venir y participer. Ça sera donc lundi prochain à 18h30 à la Maréchale, hein, si je me souviens bien. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est un peu à cheval sur nos deux thématiques. Vous savez, la thématique vie et mort des démocraties et la thématique sur les mythologies. Bon, ça sera surtout sur les mythologies, mais comme ça nous fera réfléchir sur les questions sociales et politiques, ça abordera aussi la question de finalement comment résister au pouvoir dans une société et dans une démocratie si possible. Pourquoi ? Parce que à partir d'un livre qui a eu une très forte résonance en 1957 quand il est sorti. Qui c'est qui me... Ah, c'est toi qui me bouge. On va faire comme Dupont et Pondu. À partir du livre de Roland Barthes qui s'appelle Mythologie, on va réfléchir à la façon dont dans la vie quotidienne, dans la vie ordinaire, nous sommes manipulés, influencés, conditionnés, etc. Donc on a pris l'exemple de ce livre et on va réfléchir à partir de ce livre qui est composé de deux parties. Une partie où il raconte, il prend l'exemple d'un certain nombre de mythes sociaux. Alors on expliquera qu'est-ce que ça veut dire les mythes sociaux, et qui sont comment on présente les voitures, comment se fait une publicité, comment se déroule un match de catch, des choses qu'on n'est pas habitué à considérer comme sujet d'étude, qui ont l'air d'aller de soi. Et il y a une deuxième partie où il fait la théorie des exemples qu'il a donnés. Cette deuxième partie, on en discute entre nous, elle est, de mon point de vue, illisible, avec du jargon, et d'une certaine manière, les mythes précis que Barthes raconte, c'est des bijoux littéraires, c'est-à-dire c'est très fin, c'est vraiment... il sait raconter, il sait expliquer, et la partie explication sciences humaines, de mon point de vue, il est beaucoup moins à l'aise, et il faut vraiment relire 3 fois pour comprendre ce qu'il a voulu dire, mais on l'a fait, et du coup, on va quand même vous expliquer par quelques phrases simples ce qu'il a voulu dire. On va commencer par vous raconter 2 exemples qu'il donne, et pour vous montrer l'intérêt que ça peut avoir. Et après, on reviendra sur l'histoire des mythes, de la notion de mythe, sur la façon dont Barthes reprend un certain modèle linguistique pour réfléchir de façon critique sur la façon dont notre univers est construit, mythifié et nous trompe.
Moi, je prends un exemple qui est un peu d'actualité. Il y a un des mythes sur lequel, donc, en 1957, il écrit un petit article, qui est un mythe, on va dire, de l'abbé Pierre, de la façon dont on voit l'apparence de l'abbé Pierre. Barthes n'est pas du tout hostile à l'abbé Pierre. Il ne s'agit pas du tout d'écrire un texte contre lui, mais il remarque que l'abbé Pierre, c'est un personnage qui, physiquement, au niveau de ses vêtements, de sa barbe, de ses cheveux, etc., est construit. Je vais vous lire quand même. Le mythe de l'abbé Pierre dispose d'un atout précieux, la tête de l'abbé. C'est une belle tête qui présente clairement tous les signes de l'apostolat. Le regard bon, la coupe franciscaine, la barbe missionnaire, tout cela complété par la canadienne du prêtre ouvrier et la canne du pèlerin. Ainsi sont réunis les chiffres de la légende et ceux de la modernité. Et alors il passe en revue comme ça la coupe de cheveux en montrant que, en fait, la coupe de cheveux, elle est négligée, mais pas complètement négligée, et c'est un héritage des franciscains. La barbe, qui correspond à la barbe des capucins, ces habits qui sont des habits simples, etc., mais qui... Et il dit, finalement, l'abbé Pierre, dans son apparence en tout cas, c'est une construction. Non, il n'est pas habillé de façon négligée, il est habillé comme un saint dans un monde moderne. Et il ne dit pas du tout du mal de l'abbé Pierre, mais il dit, ça interroge, parce que derrière cette image, on ne sait pas ce qu'il y a. Alors là où l'abbé Pierre fait la charité ou participe à la lutte contre le mal logement, là on sait qui il est, ce qu'il fait, etc. Mais derrière cette image de sainteté, on ne sait pas ce qu'il y a. C'est parce que c'est une image, c'est quelque chose qui est construit. Ce n'est pas juste la nature de l'abbé Pierre. Et comme vous savez tous, il ne pouvait pas le savoir, mais derrière cette image, l'abbé Pierre, qui par ailleurs est un personnage qui avait beaucoup de qualités, il avait aussi des défauts, dont le fait de pratiquer des attouchements, y compris sur des petites filles, qu'on n'imagine pas du tout quand on voit sa tête de saint. Et vous voyez que Roland Barthes, il le dit à cette époque-là, en 1957, de très nombreuses années avant que se fissure derrière l'image du saint, l'image d'un homme qui avait ses défauts, qui n'avait pas que des qualités. Et vous voyez, c'est là qu'on trouve l'intérêt de mythologie de Roland Barthes, c'est-à-dire de montrer les constructions dans ce qu'on nous présente, une publicité, une lessive, etc. Et derrière cette construction, de repérer le mythe. Et évidemment, si on veut savoir ce qu'il y a derrière le mythe, il faut un travail critique. Tu nous donnes un exemple de mythe aussi ? Bien, bonsoir, Pascal Renette. J'ai découvert Barthes en fait quand j'étais au lycée, en première ou en terminale. Donc à l'époque, on avait une prof qui nous faisait découvrir ce genre d'auteur. Donc
J'ai reçu des cours sur Roland Barthes, Ivan Illich. C'était peut-être une autre époque, je ne sais pas. Par la suite, après avoir quitté l'environnement scolaire, j'ai acheté Mythologie, c'est ce livre, hein, toujours le même, et j'ai lu Mythologie. Et j'avoue que la deuxième partie, à l'époque, j'ai pas compris grand-chose, il faut bien être honnête. Mais par la suite, et beaucoup plus récemment, bien des années après, je l'ai relu et il m'a servi comme référence pour pas mal d'écrits que j'ai fait pour une association environnementale dont j'ai été président, et également pour un bouquin que j'avais écrit il y a quelques années qui s'appelle La fiction énergétique. Donc là, je vais parler d'un mythe développé par Barthes, très simple, vraiment quelque chose du quotidien, c'est-à-dire la lessive. Et, il intitule ce mythe Saponide et détergent. Alors les saponides, c'est des savons, hein. Voilà, c'est très simple. Et il y a eu donc à l'époque, en 1954, une montée en puissance de la publicité envers ce genre de produits qui était sous deux formes. Il y avait des liquides purificateurs, c'est-à-dire la javel, et les poudres saponidées et les détergents. Ça, alors, c'était plutôt persil et homo. Et évidemment, ça voulait dire que ces produits n'avaient pas d'action nocive sur la peau et que même ça pouvait avoir une action bénéfique. C'était peut-être même un facteur de santé, notamment pour les mineurs, pour leur éviter la silicose. Enfin, c'est ce qui se disait à l'époque. Alors, la javel, les chlores, les ammoniacs sont des produits qui sont comme une sorte de feu liquide très violent et qui vont tuer la saleté. Donc il faut vraiment avoir un dosage minutieux, ce qui est le signe aussi d'une grande efficacité, sous peine de brûler l'objet. Hein, c'est vraiment quelque chose de violent et donc très efficace. La javel tue la saleté. Par contre, les poudres détergentes et les savons vont, eux, agir en douceur. Elles ne tuent plus la saleté. Elles vont la transporter, la prendre et l'évacuer. Elles ont une fonction de police. On agit donc en douceur. Elles chassent donc la saleté, elles libèrent l'objet de son imperfection. Là, je vais vous lire une petite phrase de Barthes qui est assez savoureuse. Dans l'imagerie d'Homo, la saleté est un petit ennemi malingre et noir qui s'enfuit à toutes jambes du beau linge pur, rien qu'à la menace du jugement d'Homo. Voilà comment Barthes s'exprimait, c'est très beau, je trouve. Il y a aussi une fonction de paraître social, parce que le persil, lui, eh bien, il lave plus blanc et en profondeur, ce qui suppose que le linge est profond. Et le linge, c'est aussi le revêtement du corps, c'est une caresse pour le corps, le linge devient magnifié. L'autre axe mythique d'Homo, c'est le mousseux. Et le mousseux, c'est aussi la puissance, puisqu'à partir d'un petit volume, on va obtenir un grand volume, horizontalement et verticalement. C'est aussi un symbole de luxe. Si on prend le champagne, par exemple, ou une star qui va se baigner dans son bain mousseux. On a une conception aérienne de la matière et presque spirituelle, parce que l'esprit peut tout. Et donc là, avec un petit volume, comme je viens de dire, on obtient d'un très très grand volume. Alors, ce qui est masqué ici, finalement, c'est la fonction abrasive du produit. Et derrière tout ça, il y a le plan stratégique de la multinationale Unilever. Il ne faut pas l'oublier, c'est ce que dit Barthes dans le... Alors Unilever, c'est une multinationale anglo-hollandaise, si je ne m'abuse, et qui existe encore.
Alors évidemment, quand on parle d'homo, de persil, de plus blanc que blanc, etc., ça nous fait penser à quelqu'un, un humoriste qui était beaucoup plus récent, c'est-à-dire Coluche. On retrouve tout ça dans Coluche, et je pense que Coluche est vraiment inspiré de Barthes. L'idée du blanc parfait, c'est dans Coluche, hein, encore plus blanc, dit-il. La profondeur du linge, on la retrouve également. Le linge qui est au cœur des nœuds que la lessive va chercher et évacuer. Le transport de la saleté, hein, persil anti-redécomposition. Et puis là, je cite Coluche, les petits bras musclés qui soulèvent la crasse, qui est dans les fibres, etc. Voilà pour ce qui est des saponides et détergents. Je vais repasser le micro à André. Alors, il faut dire quelques mots quand même du mythe. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe et qu'est-ce que ça signifie pour après comprendre ce qu'en fait Barthes. Depuis Platon, on fait une distinction entre ce qu'il appelait le mythos et le logos, c'est-à-dire entre ce qui est de l'ordre du raisonnement, de ce qui peut s'expliquer, se démontrer, etc., et ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, de l'histoire qu'on invente, du récit, qui lui n'a rien de rationnel. Le mythos, c'est du côté de l'histoire qu'on invente, c'est notre imaginaire, et le logos, c'est la raison, le raisonnement dans tout ce qu'il fait. Encore aujourd'hui, quand on parle de mythes comme ça, sans préciser, on pense aux grands mythes qu'il y a à peu près dans toutes les grandes civilisations, qui sont les mythes d'origine, qui sont censés expliquer, donner sens à la société dans laquelle on vit. Et d'une certaine manière, qui influent pour les gens qui croient dans ces mythes religieux, qui influent encore sur la vie d'aujourd'hui. Alors, vous en êtes, vous connaissez des exemples. Pourquoi est-ce que vous vous reposez le dimanche après avoir travaillé pendant toute la semaine? C'est que Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour s'est reposé. Ça marche encore aujourd'hui. Eh bien, dans les sociétés traditionnelles, il y a un peu tout qui est comme ça relié à des séquences qui se seraient produites, qui sont des actes que les dieux auraient faits à l'origine. Et je vous lis par exemple, c'est un extrait d'un livre de Mircea Eliade, vous vous souviendrez du nom, on reviendra dessus, qui explique que là où dans les séquences mythiques des dieux se sont unis, eh bien c'est une séquence qui est pensée comme une force que je revienne, je trouve plus le mot, une terre, elle est féconde. Je vous lis ce qu'il dit. Déméter s'était uni à Jason sur la terre fraîchement ensemencée au début du printemps. Ça, on trouve ça dans l'Odyssée, par exemple. Le sens de cette union est clair. Elle contribue à promouvoir, voilà, c'est le mot que je cherchais, la fertilité du sol. Voilà, l'union du dieu avec la déesse, ça signifie la fertilité, mais dans les sociétés traditionnelles, en fait, il faut retrouver les forces
qui se sont dégagés à ce moment-là pour les réactualiser. Ce qui fait qu'on imite ce que les dieux ont fait à ce moment-là pour avoir une terre qui sera fertile. C'était là un usage assez fréquent jusqu'au siècle dernier dans le nord et le centre de l'Europe. Témoin les coutumes d'union symbolique des couples dans les champs. En Chine, les jeunes couples allaient au printemps s'unir sur le gazon afin de stimuler la régénération cosmique et la germination universelle. Vous voyez, donc il y avait l'idée que les dieux non seulement donnaient un sens à notre univers, mais en plus, les forces qu'ils avaient dégagées, eh bien, c'était des forces qu'il fallait essayer de réactualiser aujourd'hui. Et c'est les mythes qui permettaient d'accéder à ces savoirs, à cette conception du monde, etc. Donc, le mythe, à ce moment-là, c'est la grande histoire. C'est les grands événements qui sont à l'origine d'une civilisation, etc. Comment on passe de ces mythes originels, sacrés, comment on passe à Roland Barthes, qui, lui, parle voilà, des détergents, de la figure de l'abbé Pierre, de la façon dont se déroule un sport, etc. C'est ça que je voudrais vous expliquer maintenant. Avec juste, on reste une seconde avec Platon. Platon, il remarque que le mythe a une force de séduction qui est bien plus importante que l'explication rationnelle. Et que c'est avec des mythes qu'on peut, par exemple, influencer la jeunesse. Et c'est pour ça qu'il est très en colère contre les mythes traditionnels de la Grèce, parce que c'est des mythes immoraux, qui racontent des adultères, etc. Mais en disant ça, il explique que raconter une histoire, ça intéresse toujours les gens, et en plus, ça joue sur nos émotions, sur notre imaginaire. Et du coup, il insiste, c'est profondément efficace. Les mythes, on s'en imprègne. Bon. En Grèce, c'était des contenus sacrés, c'est-à-dire ça concernait les dieux, etc. Mais chacun pouvait toucher au mythe et en changer quelque chose. Par exemple, Platon, il transforme un certain nombre de mythes, il invente des suites à certains mythes, et ce n'est pas problématique, parce que le débat sur ce que doit être la société, sur ce que nous sommes, etc., c'est un vrai débat. Ce n'est pas juste que les dieux auraient révélé certaines vérités, et puis qu'il faudrait les appliquer. En fait, ils se disputent sur... et finalement, Hercule, est-ce qu'il a fait ceci ou cela Or, c'est ça qui va changer, comme vous le savez, avec l'Occident chrétien. Alors, on ne dira plus que c'est des mythes, on dira que c'est la vérité révélée, mais c'est le même genre de contenu que pour les autres civilisations, c'est-à-dire c'est des dieux qui ont produit un certain nombre de gestes originels qui encore nous conditionnent. Et c'est cette mythologie, avec l'Occident chrétien,
ça deviendra, comme vous savez, des dogmes qu'il fallait accepter, qu'il fallait reconnaître, avec cette distinction que faisaient les manuels d'inquisiteurs entre une erreur de calcul. Si je dis que 2 et 2 font 5, je ne suis pas un hérétique. Par contre, dès qu'il s'agit d'articles de foi, si je commets une erreur, c'est en plus une faute morale, une faute religieuse, et donc on a le droit de me punir. Alors, je n'insiste pas sur cet aspect-là, juste pour dire que c'est un peu l'inverse de ce que l'épistémologie moderne a dit sur le sujet. Vous savez, François Jacob, qui était un des prix Nobel de médecine, il expliquait que les mythes dans la science, ils existent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'observer les phénomènes. Il faut qu'on invente des explications de comment ça peut fonctionner. Et en ce sens, dit François Jacob, le scientifique, il est proche du savant. Le savant, lui aussi, il a besoin d'imagination, il a besoin d'inventer, etc. Mais, deuxième chose que dit François Jacob, ce qui différencie le mythe de la science, c'est que la science, même si elle trouve une hypothèse qui lui semble magnifique, elle va la vérifier. Elle va faire des tests, elle va faire tout ce qu'elle peut, pour le cas où elle serait fausse, de trouver l'erreur. Or, ce qui va se passer dans l'Occident chrétien pendant ces époques-là, c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire que c'est les mythes qui seront considérés comme des vérités absolues et indiscutables. D'ailleurs, c'est d'une certaine manière le contraire de la science. Eh bien, c'est contre ces dogmes, ces conceptions figées, que va se faire la philosophie des Lumières, déjà Galilée, etc. Et du coup, dans notre culture, par exemple dans la philosophie des Lumières, on a beaucoup de textes qui sont des textes qui décodent, réfutent, remettent en cause des mythes. Vous avez, par exemple, Pierre Bayle, son dictionnaire critique et historique, c'est fait de tas de petits articles dans lesquels il prend ce que souvent sont des mythes, y compris les mythes chrétiens, et il les déconstruit en disant « mais non, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça, la preuve, etc. » Mais vous avez ça aussi avec l'encyclopédie, la fameuse encyclopédie de Diderot. Vous avez ça dans le dictionnaire philosophique de Voltaire. Hein? C'est-à-dire, il va y avoir plusieurs siècles de dénonciation des croyances qui sont présentées comme des vérités absolues, et à la place, la mise en place petit à petit de procédures scientifiques, philosophiques, etc., qui cherchent à être rigoureuses. Non seulement il va y avoir ce travail de déconstruction, mais en plus, des philosophes comme Condorcet vont dire « mais ces mythes, ils ne sont pas là comme ça par hasard. En fait, ils servent au pouvoir face à des gens qui sont crédules et qui y croient. Ils servent au pouvoir pour abuser des gens. » On leur dit par exemple que critiquer le roi, c'est comme aller à l'encontre de Dieu. Ben voilà, on se sert du mythe pour défendre le pouvoir existant. Donc, dans notre culture,
avec l'évolution de la philosophie, des sciences, dès le XVIe siècle quelque part, et jusqu'au XXe, on a un énorme corpus de textes critiques qui dénoncent non pas les croyances en elles-mêmes, mais le fait qu'on y accorde foi, que c'est présenté comme absolu, comme des dogmes, etc. Je vous donne deux exemples, deux témoignages de ça. Le premier témoignage, il est linguistique, il est conceptuel, c'est le mot légende. Le mot légende, à l'origine, c'était un mot qui parlait des choses merveilleuses, des actes merveilleux des saints. Les saints, ils avaient guéri un tel, ils avaient, etc. Et on recueillait toutes ces choses extraordinaires, surnaturelles qu'avaient faites les saints, et on appelait ça sa légende. Mais la légende, elle n'était pas fausse. La légende, c'était au contraire la vérité que le saint avait touchée et nous faisait connaître. Or, comme vous savez, ce vocabulaire s'est complètement inversé et la légende, ça s'est mis à signifier une histoire fausse, quelque chose que l'on croit mais qui n'est pas vrai. Et vous voyez, là, il y a tout le travail de la critique, de la philosophie des Lumières, etc. Deuxième exemple, que vous devez connaître, je pense, à peu près tout le monde, c'est les romans de Conan Doyle avec Sherlock Holmes. Et par exemple, Le chien de Baskerville. Le chien de Baskerville, c'est une histoire où il y a quelqu'un qui est très méchant, assassin, qui se sert d'une légende qui disait qu'un Baskerville, il y a très longtemps, qui violait, tuait, etc., a été dévoré par une énorme bête. Voilà. Et dans la situation où on se retrouve dans le roman, il y a encore un descendant de ce Baskerville qui est très riche et qui a des problèmes cardiaques. Et alors le méchant assassin qui veut lui prendre son argent, eh bien, il trouve une grosse bête quelque part et cette grosse bête, il lui met du phosphore, etc., pour effrayer à ce point le Baskerville actuel et le tuer, et ça serait un crime parfait parce qu'on ne l'aurait pas frappé, il aurait juste vu la bête. Voilà. Et ça, c'est le mythe. Et vous voyez qu'on l'utilise pour abuser, comme le dit Condorcet. Mais Conan Doyle, celui qui, avec sa loupe, trouve tous les signes qui permettent de lui indiquer la solution, Sherlock Holmes découvre ce stratagème et évidemment va sauver Baskerville. Vous voyez, ce roman, il résume dans un texte, un roman policier, il résume la grande bataille qui a eu lieu autour de ces mythes. Et puis, alors, pour arriver près de Barthes, il y a un moment de grande régression, qui est ce qui était là, ce dont on a parlé quand on a parlé de l'avènement du nazisme. L'avènement du nazisme, il s'est fait à un moment où les nazis, mais pas eux tout seuls, ont essayé de balayer tout ce travail critique dont je vous ai parlé. Et ils l'ont balayé avec un mot d'ordre qui est le réveil mythique.
vous trouvez ça dans le livre de Rosenberg. Vous savez, Rosenberg, c'était l'idéologue, le principal idéologue des nazis. Et son livre s'appelait « Le mythe du XXe siècle ». Et dans ce mythe du XXe siècle, dans le fond, il dit « Écartez tous ces raisonnements critiques, etc. Et revenons aux mythes ». Et ces mythes, c'est, par exemple, des mythes racistes, identitaires, etc. Et, Barthes, il a connu ça. Et quand pendant la guerre, il était dans un sanatorium, je pense parce qu'il avait la tuberculose, et il a assisté à cette profusion de mythologie. Vous savez que les nazis vont utiliser les sagas nordiques et vont utiliser ces mythes nordiques pour dire que eux, les Germains, ils sont depuis toujours meilleurs que les autres, plus beaux, plus forts, plus civilisés. Il y a, on en a parlé la dernière fois, des mythes comme le mythe du coup de poignard dans le dos, hein, ou le mythe des protocoles des sages de Sion, vous savez, qui est ce complot que quelques juifs auraient organisé pour prendre le pouvoir sur le monde. Il y a quelqu'un qui a été, il ne le dit pas, mais moi je le dis, inspiré par Barthes, qui a écrit pas mal de choses sur ce genre de mythe, qui s'appelle Raoul Girardet, ça s'appelle « Mythes et mythologie politique », qui est, par exemple, raconte ces complots mythiques. Et même après la guerre, ça continue. Par exemple, Mircea Eliade, c'est lui que je vous ai cité tout à l'heure. On sait maintenant, on ne le savait pas à l'époque, il était arrivé à le cacher plus ou moins. En fait, Mircea Eliade était un des fervents intellectuels qui militait pour la garde de fer roumaine. La garde de fer roumaine, c'était l'extrême droite roumaine extrêmement violente, antisémite, qui a assassiné un nombre très important de juifs. Et Mircea Eliade en faisait partie, en tout cas il les défendait, il allait dans leur sens. Et ce dont on s'est aperçu depuis, c'est qu'il l'a fait jusqu'à la fin de sa vie. Et que pourquoi il s'est intéressé aux mythes, un peu comme les nazis, pour en tirer des messages identitaires. Comme quoi les Roumains, les Germains, etc., ils sont... Et c'est pas fini. Et ça se passera après Barthes. La nouvelle droite française va reprendre ce travail de l'utilisation des mythes à des fins identitaires. Hein, Alain de Benoît, etc. Ces revues, elles sont pleines d'exemples de ces mythes identitaires qui tendent à montrer que, comme toujours, qu'il y a des groupes qui sont supérieurs, qui sont meilleurs, qui sont... Voilà. Donc, voilà tout ce qui arrive à Barthes. Bon, pas ce qui se passe dans les années 70, mais tout ce qui arrive à Barthes et qui fait qu'il est le résultat de toute une tradition critique et, par ailleurs, au contraire, de la résurgence d'une utilisation des mythes à des fins politiques pour abuser les gens, etc. Et ça va lui donner une intuition. Dans tout ce dont on parlait des grands événements qui forgent une civilisation, etc. Lui, il va s'intéresser au contraire à ce qu'il y a de plus trivial, de plus quotidien. Et il va montrer que ce travail par lequel on organise comme un spectacle
quand on présente une voiture, quand on présente une lessive, que ce travail, il existe partout dans notre quotidien. Ce n'est pas que là où il y a les grands événements politiques ou sociaux ou les grands événements qui concernent les dieux ou la naissance du monde. C'est dans toute notre vie quotidienne que nous sommes confrontés à des choses que nous pensons, a priori, naturelles. Voilà, c'est un combat de catch, ça se fait comme ça. L'abbé Pierre, ben voilà, il se coiffe comme il se coiffe, etc. Et on ne voit pas combien tout cela est travaillé et mis en forme, généralement, par les dominants et dans le but de dominer. Alors, comment il fait ça, Barthes? Il s'inspire de ce qui est à la mode à son époque, qui est de la grande révolution linguistique qui est venue avec Ferdinand de Saussure. Et donc qu'on a appelé la linguistique structurale. Cette révolution, elle s'est faite avec un infléchissement dans la façon traditionnelle dont on parlait des langues. On réfléchissait au rapport entre un mot et la réalité qu'il désignait. Entre le mot table et la table réelle qui existe. Saussure, il ne fait pas ça. L'essentiel pour lui se passe entre ce qu'il appelle le signifiant. Alors le signifiant, c'est comme le mot de tout à l'heure, c'est le son que je prononce ou c'est le mot que j'écris, qui pour lui est indifférent. La preuve, c'est qu'il est différent d'une langue à une autre. Et le signifié, et c'est cette histoire de signifié qui est importante. Le signifié, ce n'est pas la chose, ce n'est pas la réalité, c'est le découpage qu'une société fait de la réalité. Par exemple, le mot bleu en français, ça correspond à deux mots en russe. Parce que pour les Russes, il y a autant de différences entre ce que nous appelons bleu clair et bleu foncé que entre le jaune et le rouge. Et donc, c'est un découpage du monde qui est différent. Et Pastoureau, l'historien des couleurs, il dit que dans l'Iliade et l'Odyssée, en fait, il y a trois couleurs. Et que le découpage du monde qu'il faisait dans l'Odyssée, du point de vue des couleurs, est complètement différent du nôtre. Donc quand on dit et l'aurore au doigt de rose, etc., en fait, il faut imaginer que c'est dans un... ça ne signifie pas nécessairement la même chose que ce que nous désignons par ces couleurs. Et puis, le signifié, c'est encore plus compliqué parce que c'est un découpage, mais qui n'est pas fait seulement au niveau d'un mot, mais qui est fait dans un ensemble de mots qui sont structurés les uns par rapport aux autres. Par exemple, vous voulez apprendre à un étranger le mot rivière. Que veut dire le mot rivière? Et en fait, pour le comprendre, il faut qu'il sache aussi ce qu'est un ruisseau et ce qu'est un fleuve. Et la rivière, c'est ce qu'il y a entre les deux. Et s'il n'a pas le fleuve et le ruisseau, il ne comprendra pas ce qu'on met et il traduira de façon fausse. Donc, vous voyez, la révolution de Saussure qui intéresse Barthes,
c'est que le signifié, la façon dont on parle, la signification qu'on donne aux mots, ce n'est pas un reflet de la réalité, ce n'est pas un reflet de la nature, c'est une construction faite par un groupe, une civilisation donnée, un pays donné, etc. Et donc, on ne va pas dire qu'il est libre, mais il est choisi, il est institué. Ce n'est pas une vérité naturelle, ce n'est pas un reflet de la réalité, c'est une construction humaine aussi qui peut être aussi large que de fabriquer un outil ou les hommes dans la civilisation, dans la société, dans le groupe où ils sont, eh bien, ils inventent un certain découpage du monde, un certain point de vue sur le monde, et ils le font passer dans le signifié. Et après, chez Saussure, il y a le référent. Alors le référent, nous, on le traduirait par la réalité, mais ce référent, il est complètement conditionné par le signifié. C'est-à-dire que, par exemple, la rivière, ce n'est pas, voilà, en se promenant, quand on voit de l'eau qui coule, etc., on ne comprendra pas ce qu'est la rivière si on ne connaît pas la structuration océan, rivière, ruisseau, etc. Donc, vous voyez, ce qu'il y a d'extraordinaire pour Barthes, c'est que, avec cette linguistique saussurienne, on se rend compte que les hommes, ils ne sont pas juste des gens qui reprennent la réalité telle qu'elle est, mais qui sont des gens qui fondent cette réalité, qui la découpent d'une certaine façon, qui ont un point de vue dessus, qui la mettent en forme d'une certaine façon. Et c'est ça qu'il va reprendre dans sa notion de mythe. Le mythe, c'est la même chose d'un certain point de vue, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qu'on voit et ça a une signification. Et cette signification, elle est fabriquée. Elle ne va pas de soi. Elle n'est pas juste un reflet de la réalité ou de la nature. Mais il y a une difficulté, un problème, c'est que le signifiant, c'est-à-dire ce qui correspond au mot que je prononçais tout à l'heure, cette fois, c'est plus un mot, c'est une réalité vivante. C'est par exemple l'abbé Pierre, c'est par exemple les lessives, c'est par exemple un combat de catch, c'est par exemple, on va en parler, la façon dont elle parle des femmes écrivaines. C'est-à-dire que le signifiant, ce qu'on voit en premier, il est incarné, c'est une réalité vivante. Et quel est le problème? C'est que, ce que dira Todorov, c'est que le signifiant produit un effet de réel. Alors là, je vous renvoie, est-ce que, je ne sais plus où on en est dans le temps. Eh bien, 19h24. Bon, ça va. On est au moment de la guerre d'Algérie, en 1957, et évidemment, les journaux, donnent des tas d'exemples pour montrer que les indigènes, comme on disait, ils aiment la France, ils sont reconnaissants, sa mission civilisatrice, etc. Alors je vous lis. Je suis chez le coiffeur. On me tend un numéro de Paris Match. Sur la couverture, un jeune nègre vêtu d'un uniforme français
fait le salut militaire les yeux levés, fixés sans doute sur un pli du drapeau tricolore. Cela, c'est le sens de l'image. Mais, naïf ou pas, je vois bien ce qu'elle me signifie, que la France est un grand empire, que tous ses fils, sans distinction de couleur, servent fidèlement sous son drapeau, et qu'il n'est pas de meilleure réponse aux détracteurs du colonialisme profond que le zèle de ce noir à servir ses prétendus oppresseurs. C'est un beau texte d'époque. Pourquoi est-ce qu'ils ne se contentent pas de dire « mais nos indigènes, ils sont heureux, etc. » Pourquoi il y a cette photo? Eh bien, parce que la photo, elle produit un effet de réel. Et face au réel, bon, construit, mais on ne s'en rend pas compte nécessairement, face à ce réel, eh bien, on a du mal à avoir une attitude critique. Parce que c'est vivant, et il est comme ça, il est là, ce noir, et il regarde bien le drapeau. Vous voyez, c'est toute ce que montre Barthes, c'est que dans le quotidien, on a affaire tout le temps à des choses qui ont l'air d'être des réalités vivantes, et du coup d'être naturelles, d'être... alors je vous donne un deuxième exemple. Le magazine Elle, vous voyez, ils sont encore là. Le magazine Elle fait une rétrospective des écrivaines femmes, ce qui est très bien, hein, c'est un journal féminin. Et alors, il fait sa rétrospective, Anne, une telle, 2 livres, 3 enfants. Laurence Maillard, 3 livres, 1 enfant, etc. Et il y a toute une série comme ça. Et comment dire, on voit bien la fabrication. On le voyait peut-être moins parce qu'il n'y avait pas eu le grand mouvement féministe des années 70, encore à ce moment-là. C'est une réalité. Ces femmes, elles existent, elles sont bien écrivaines, elles ont bien des enfants. Et donc, il faut un recul critique pour voir que c'est une construction. C'est comme le signifié de tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un découpage du réel, un point de vue sur le réel, une transformation imaginaire du réel qui nous apparaît comme naturelle, comme la chose elle-même, etc. Et évidemment, les hommes, on ne dit pas combien ils ont d'enfants, on dit juste le nombre de livres qu'ils écrivent. Donc, vous voyez, ce que montre Barthes, c'est que dans la vie quotidienne, on est plus démuni qu'avec le langage, parce qu'on a tout le temps affaire à des réalités vivantes. Et ces réalités vivantes, même si elles sont fabriquées, reconstruites, etc., on a du mal à prendre du recul par rapport à elles. Regardez à la télévision, ce n'est pas un exemple de Barthes, mais vous avez un conseil des ministres ou une réunion quelconque. On vous montre des gens qui montent un escalier, et puis on vous montre éventuellement des gens qui descendent un escalier. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la réunion? Rien du tout, mais ça produit un effet de réel. C'est-à-dire qu'on a l'impression quasiment comme si on y avait été. Et donc ce qu'on nous dit sur cette réunion, on a tendance à le croire. Parce qu'on a touché du doigt le réel. Voilà. Or, ce que montre Barthes sur tous ces exemples, c'est du réel construit, comme l'image sainte de l'abbé Pierre, comme ces femmes écrivaines qui sont mères avant d'être écrivaines, etc. Donc ces réalités matérielles, factuelles, ce sont des faits. Hein, ce noir, c'est un fait. Eh bien, on a beaucoup plus de mal
à en faire une critique. Mais si on se donne cette peine-là, on se rend compte qu'ils sont, Barthes dit, des messages. C'est-à-dire, c'est pas comme le soleil le soleil, il brille, c'est tout. Ce sont des messages, c'est-à-dire qu'on fabrique la publicité, le sport, on fabrique un certain contenu et on l'impose aux yeux, à l'évidence des gens. Et évidemment, d'habitude, c'est les dominants qui l'imposent aux dominés. Et à cause de ce signifiant qui est réel, c'est-à-dire qui est composé de matière éventuellement, on a du mal à le percevoir de façon critique. Et alors, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut faire une nouvelle science, dit Roland Barthes, la sémiologie, la science des signes, qui ne va pas seulement analyser le langage, mais qui va analyser l'ensemble des signes du quotidien. Comment on fabrique du sens avec une image, une photo, une pratique quelconque, on fabrique du sens qui est destiné à des gens. On veut qu'ils croient, qu'ils aient peur, etc. On fabrique du sens. Et la sémiologie, c'est la science qui permettra et qui est indispensable pour décrypter ce sens qui est mis dans les choses elles-mêmes, pas dans des choses abstraites, mais dans des corps, dans des photos, dans des discours, etc. Donc oui, cette naturalisation de ces images ou de ces objets ou de ces pratiques nous empêche de percevoir le découpage du réel, le sens qui a été introduit dans ces séquences, dans ces objets, dans ces pratiques. Pensez, un exemple qui n'est pas de Barthes, quand on vous dit le mot immigré. Eh bien, vous ne pensez pas à un grand blond aux yeux bleus, etc. Or, il y a des immigrés, il y en a même un paquet qui sont des blonds, mais on a immédiatement notre imaginaire, même quand l'objet, la chose, la personne n'est pas là, notre imaginaire qui s'est imprégné d'un sens qui a été mis dans cette réalité, dans ce mot, etc. Voilà. À toi. Bien, je vais prendre un peu le relais. Pour rebondir un peu ce que vient de dire sur l'exemple flagrant que vient de citer André, pour les énergies renouvelables, c'est la même chose. Quand on pense énergie renouvelable, qu'est-ce qui apparaît dans notre cerveau immédiatement ? C'est une éolienne. Bon, ça, c'est effectivement, derrière ça, il y a tout un travail, il y a tout un rabâchage médiatique, hein, bien entendu. Voilà. Alors, ce que je viens de dire, ça ne correspond pas à une valeur, mais c'est simplement un constat. Moi, je vais aborder une partie un petit peu théorique. C'est que, je vais faire assez court et assez simple. C'est comment ça fonctionne un petit peu ce mythe. En fait, le mythe, il va reposer sur deux choses incontournables dans la théorie de Barthes. C'est le langage-objet et le métalangage. Alors, il faut entendre par langage un ensemble de communication. C'est pas seulement la langue, ça peut être écrit, ça peut être une image, même ça peut être auditif, même une musique. Hein, voilà.
Et donc le langage objet, qu'est-ce que le langage objet? C'est un langage qui est essentiellement opératoire, voire utilitaire. On va s'arrêter à la chose. Le langage objet vise plutôt à transformer la chose. Il est transitif. On parle la chose. Ça, c'est les mots de Barthes. Hein. Il agit la chose, comme un bûcheron qui veut abattre un arbre. Le métalangage, c'est différent. Le métalangage, lui, il va, dans le cas de l'arbre, il va chanter l'arbre, il va poétiser. Et pour ce faire, il va récupérer et instrumentaliser, je dirais, le premier langage objet pour finalement en produire un concept déformé. Le métalangage, il déforme. Et donc on pourrait dire que dans un premier cas, le langage objet, donc ce langage utilitaire, opératoire, il vise à transformer, mais le métalangage, qui est finalement qui s'inscrit dans une dominante bourgeoise, il vise à éterniser. Parce qu'en fait, Barthes, il a en ligne de mire la bourgeoisie, en fait, et l'ordre qui se voudrait éternel et qui en découlerait. Donc, en fait, c'est ça le propos de Barthes. C'est-à-dire que la bourgeoisie produit des mythes qui visent à figer pour l'éternité cet ordre. Et lui, il a pour objet de déconstruire ça. Alors, pour expliquer par un exemple la différence entre langage-objet et métalangage, je vais prendre l'exemple de Barthes lorsqu'il explique ce point, c'est-à-dire le chalet basque. Si je vais au Pays basque, je vais voir forcément des chalets basques, mais je ne me pose pas la question. Ils correspondent à un style commun, collectif, c'est le style de la région. Bon, ils étaient là avant moi, ils seront là après moi. Ils ne me parlent pas particulièrement, c'est quelque chose, ils ne s'adressent pas à moi particulièrement. Par contre, si je vais à Paris et qu'au détour d'une rue, je découvre un chalet basque, là, c'est très différent. Le chalet basque à Paris, lui, il a un rapport individuel avec moi. Il m'arrête, il interrompt le cours de mes pensées, il s'adresse à moi directement en me disant « Regarde-moi, je suis un chalet basque ». Et il y a une forme d'injonction qui s'adresse à moi pour le nommer chalet basque. Et c'est le mythe qui se dégage de ça, c'est une essence en fait, une nature qui se voudrait complètement figée, c'est une essence. Barthes emploie le mot de basquité. Voilà, et cette essence, elle appauvrit en fait ce qui relève du langage objet, c'est-à-dire que le chalet basque à Paris, lui, il n'aura pas un grenier, il n'aura pas un escalier extérieur, il n'aura pas une grange, il aura juste les signes essentiels qui montrent qu'il est un chalet basque. Un autre exemple qui n'est pas du tout dans mythologie, mais qui se rencontre à l'heure actuelle depuis à peu près, on va dire, l'avènement d'Internet dans les montagnes. Alors là, c'est très simple, peut-être encore plus simple que le chalet basque. C'est les cairns qu'on rencontre au détour des sentiers. Un cairn, c'est un petit tas de pierres qui, en principe, est censé signifier un croisement qui est mal repéré, etc. Donc là, quand il y a un petit tas de pierres qui indique un croisement, il a un rôle utilitaire, il ne s'adresse pas à moi particulièrement. Donc voilà, ça évite éventuellement de se perdre. Par contre, des fois, on voit des cairns qui ont des formes un peu insolites. Et là, c'est complètement différent. Là, il y a un rapport individuel avec moi. Il me dit, regarde-moi, je suis de l'art, c'est le land art, etc. Et là, il y a une différence essentielle entre le cairn qui est utilitaire et le cairn, entre guillemets, artistique. Voilà. Alors, des exemples, il y en a plein. Hein. J'ai cité l'arbre, le chalet basque, le cairn.
Donc tout le thème, le discours de Barthes repose sur l'idée de langage-objet et de langage, de métalangage. Donc dans son système sémiologique, il y a un premier étage, un premier niveau, et un deuxième niveau qui récupère le signe du premier niveau pour le transformer en signifiant, et après en signifié, et l'ensemble c'est un mythe. Je voudrais dire aussi 2 mots sur la forme littéraire de Barthes. Barthes n'était pas seulement un grand chercheur, à mon sens, un grand chercheur en sciences sociales, dans cette branche spécialisée de la philosophie, qui est la sémiologie, mais il faisait montre d'une grande maîtrise du français, avec un vocabulaire d'une grande richesse. Je pense que Barthes était aussi un grand écrivain. Et on peut se demander s'il n'existe pas une certaine parenté entre mythologie et la poésie, parce que pour voir, on va dire, au-delà des apparences, au-delà, on va dire, du réel, il faut une certaine sensibilité. Et peut-être que cette sensibilité, elle est commune aux poètes et à Barthes. Rimbaud, lui, il disait que le poète doit se faire voyant. Mais Rimbaud, lui, le voyant selon Rimbaud, c'était de voir au-delà du réel. Alors que Barthes, lui, il le révèle. Son rôle, c'est de révéler le réel, qui se cache derrière les apparences. Alors peut-être qu'en cela, peut-être qu'on pourrait le rapprocher de Baudelaire, qui veut comprendre le langage des fleurs et des choses muettes. Alors pourquoi cette parenté? Parce qu'il ne faut pas oublier que Barthes aussi était un artiste, qu'il a chanté avec un baryton à peu près une bonne partie de sa vie, du classique, qu'il était un pianiste, il a joué du piano toute sa vie, et il a composé aussi une trentaine d'œuvres musicales. Voilà un peu sur cette petite incise sur Barthes. Alors, où on en est? Eh bien, ça va être à toi. Le lien avec les énergies renouvelables. Oui. Partie de là pour vous allez arriver à ça. Le lien avec les énergies renouvelables. Analyser le mythe des énergies renouvelables à travers Barthes. Alors, à travers Barthes, oui, ça c'est un sujet d'actualité, mais la communication qui se fait autour des énergies renouvelables, elle est une mine d'un point de vue du mythologue. Il y a énormément de mythes. Dans une seule affiche, on peut retrouver 2 ou 3 mythes, mais là, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, parce que si on part sur les énergies renouvelables, on va manger du temps et on va essayer de rester sur Barthes. Dis 1 ou 2 exemples. Alors bon, André me dit que je pourrais citer 1 ou 2 exemples. Donc si c'est le thème pour répondre à votre question, quel mythe on utilise pour certaines énergies renouvelables? Il y en a plein en fait. Le premier, c'est de naturaliser certaines énergies renouvelables, alors qu'il en existe beaucoup. Donc essentiellement, ça va être l'éolien et le photovoltaïque. Mais je prends par exemple, je prends un exemple, c'est-à-dire une affiche qui fait la promotion des éoliennes. Alors là, c'est vraiment pour le mythologue une mine d'or. Nous avons des enfants qui s'ébattent dans un pré en premier plan, avec un ciel bleu évidemment. Au fond, il y a une forêt et on distingue à peine 2 pales d'éoliennes. À droite, il y a un vieux moulin en bois. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue du mythologue? Alors, il y a un premier mythe, c'est d'abord les petits-enfants. Donc, qui est en liaison avec les éoliennes et la nature. C'est-à-dire que le problème, c'est pas
c'est d'abord l'application, la mise en œuvre des énergies renouvelables qui va se faire en pleine nature. Et là, il y a une contradiction. Donc, pour faire accepter ça, eh bien, on dit, regardez, c'est pour l'avenir de nos enfants. Ça, c'est le premier mythe. Pour l'avenir de nos enfants, il faut mettre des éoliennes en pleine nature. Deuxième mythe, on la voit à peine, l'éolienne. Il y a juste 2 pales qui sortent de la forêt. Alors que dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Ça fait 125 mètres de haut. Enfin bon, voilà, quand c'est sur les crêtes des montagnes, ça se voit de partout. Et le troisième mythe, c'est la forme rhétorique que Barthes appelle l'identification. C'est-à-dire qu'on va identifier l'éolienne industrielle qui fait 125 mètres de haut avec des matériaux modernes, de l'huile industrielle, des terres rares qui sont exploitées un peu partout dans le monde dans des conditions discutables, enfin même plus que discutables, avec un antique moulin à vent constitué de matériaux naturels que sont la pierre, le bois, etc. On voit que dans la même affiche, il y a déjà 3 mythes. Alors, il y a une charge mythique qui est très importante pour, on va dire, naturaliser le fait de déboiser ou de mettre des éoliennes, des centrales éoliennes comme celle de la Sainte-Victoire. Elles sont au nombre de 22, donc voilà. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question? Alors je repasse le micro à André. Dans les mythes analysés par Barthes, il y en a un central qui sera très célèbre, dont on parlera longtemps, c'est celui de la déesse. Vous savez, c'était la voiture choc et chic des années 50. Donc, à un moment, la maison Citroën fait la promotion de la DS. Et Barthes réfléchit dessus. Je ne peux pas vous lire tout le texte, mais il montre comment cet objet, qui est une voiture, comment il a été fabriqué, construit de façon à ce qu'on ait l'impression que c'est comme, alors lui il dit, comme une bulle de savon, c'est-à-dire quelque chose de brillant, de transparent, etc. Et à un autre moment il dit comme une cathédrale gothique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui l'a construit, comment, etc., mais on voit comme c'est beau. Et il montre que la voiture en général, et la DS en particulier, c'est un objet où on ne voit pas, où disparaissent ce qui est l'essentiel d'une voiture, c'est-à-dire le moteur, l'huile, toutes ces choses sales qui la font avancer. C'est comme si c'était un bonbon, c'était quelque chose de joli, de rutilant, de brillant, etc. Et elle n'a aucune odeur, elle ne fait pas de bruit, elle ne fait pas de pollution, etc. Alors, on peut continuer sur la trajectoire de Barthes et peut-être à partir de là réfléchir sur la société de consommation. Quand on voit une publicité pour les voitures, vous en voyez tout le temps, en fait, on voit quelqu'un qui roule sur une voiture, sur une voie où il n'y a pas de circulation, il n'y a pas d'autres voitures. 9 sur 10 des publicités sur les voitures, vous voyez une voiture toute seule sur une route. Et dans certains cas, ça va encore plus loin, la voiture, elle vole par-dessus les toits. Et puis,
cette voiture, ça nous amène à des endroits extraordinaires où il y a une belle nature, où il y a, etc. Donc ça nous fait découvrir le monde. Et puis, éventuellement, elle va très vite, comme la voiture qui passe par-dessus les toits. Et puis, le chauffeur de cette voiture, grâce à au magnétisme de la voiture, il rencontre une femme qui est une femme mannequin, et elle est subjuguée par ce personnage. Et puis, ces personnages, ce sont des jeunes gens sveltes, etc. En fait, on reprend chaque chose. Cette voiture, elle pollue, elle fait du bruit. Quand on va dans la nature, elle pollue la nature, et puis on fabrique des routes qui détruisent en partie cette nature. Les jeunes gens sveltes, le fait de se mettre dans une voiture pour faire 500 mètres, c'est cette vie absolument sédentaire. Ça fait qu'il y a beaucoup d'obèses, etc. Puis comme elle pollue, il y a des gens qui sont asthmatiques, etc. C'est tout ça qu'on devrait montrer si on montrait une voiture réelle. Or, tout ça est transformé en mythe du bonbon, de la belle bulle de savon. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que la personne à qui on a vendu cette voiture, on ne lui a pas vendu parce qu'elle permet d'aller d'un endroit à un autre. On lui a vendu, et le prix de la voiture le montre, on lui a vendu tout ce que je viens de raconter, qu'elle est brillante, qu'elle permet d'aller loin, qu'elle nous donne du prestige, que les femmes mannequins, dès qu'on arrive, sont subjuguées, etc. Et donc, on a vendu à l'acheteur de la voiture des mythes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut élargir à la critique qu'on peut faire de la société de consommation. La société de consommation, on ne va pas la critiquer parce qu'elle satisfait nos désirs, etc. La société de consommation, on la critique parce qu'elle vend des mythes. Vous avez des gens qui sont assis autour d'un café et c'est convivial, etc. Donc on nous vend la convivialité, mais cette convivialité, c'est un mythe. Si dans la famille ils s'engueuleront avec le café. De même, on nous vend l'exotisme, c'est-à-dire ce Brésilien qui est rigolo, qui travaille dans le café, etc. Or, la façon dont il travaille dans le café, etc., elle n'est pas paradisiaque du tout. Et donc, vous voyez, l'idée qu'on peut, en élargissant ce que dit Barthes, l'idée qu'on peut défendre, c'est que bien que quand dans la consommation, nous achetions des objets, les objets ils sont réels, en fait, on nous vend des mythes. Et donc, on devrait protester parce qu'on se fait voler, on se fait escroquer, on n'a pas ce qu'on nous a promis. Voilà. Vous voyez, à partir de Barthes, en fait, il y a toute une critique du type de société dans lequel on est qu'on peut commencer à faire. Allez, un autre mythe de Barthes. Le guide bleu. Alors le guide bleu, c'est un guide touristique qui existe encore et qui est issu des guides Johann qui ont commencé en 1841.
et le guide bleu c'est 1916. Donc il faut considérer le guide bleu en 1957, parce qu'actuellement il existe encore le guide bleu, mais bon, c'est plus le même. Hein. Donc pour le guide bleu en 1957, à l'époque de Barthes, quand on voyageait, par exemple, il prend l'exemple de l'Espagne. Hein. Enfin, il faut savoir que Barthes, je crois qu'il est né à Cherbourg, mais il est allé beaucoup au Pays Basque, et je crois qu'il y est enterré, il me semble. Donc, c'est l'Espagne, hein, et il avait remarqué que dans le guide bleu, ce guide mettait beaucoup l'accent sur les paysages. Ça, c'est le premier point, hein, sur les paysages. Et le paysage, en fait, c'était le pittoresque. Le pittoresque était très important, mais pas n'importe quel pittoresque. Et pittoresque, tout ce qui est accidenté. La plaine, à moins qu'elle soit très fertile, on n'en parle pas beaucoup. Les plateaux, jamais. Par contre, la montagne, avec des pics acérés, des défilés, des gorges étroites, etc., ça, c'est récurrent dans le guide bleu. Et Barthes, il interprète ça comme étant une sorte de promotion bourgeoise, reposant sur une forme on va dire de santé, l'air pur, et de morale, d'élévation morale, symbolisée par les sommets, qui prend ses origines aussi quand même dans le romantisme au XIXe siècle. C'est une morale, un spectacle esthétique avec cette morale de l'effort aussi et de la solitude. Hein. Là, on est vraiment un peu dans le romantisme. Il remarque aussi que, paradoxalement, ce pays montagneux, un peu hostile, etc., cette ingratitude du relief fait l'intérêt du voyage, du touriste, et qui, contrairement finalement à un bonheur du voyage. Et il ironise aussi en disant, finalement, tout compte fait, un tunnel dans lequel on ne voit rien du tout pourra satisfaire le touriste parce qu'il est le signe de la montagne. Le touriste qui a une image mythifiée de la région est satisfait, ça assouvit son désir de retrouver le mythe qu'il avait précédemment, avant de faire son voyage, et le tunnel en est le signe. Donc il est dans la montagne, et donc tout va bien. Le deuxième point, c'est que l'humanité des pays disparaît. On n'en parle pas. Les relations sociales, la géographie humaine, on ne l'évoque pas vraiment dans le guide bleu. Ce qui va apparaître par contre beaucoup, c'est les monuments. Mais pas n'importe quel monument. Ces monuments-là, en gros, c'est des églises, des retables, des croix, etc. Mais pas... Il n'y a pas de l'histoire de la population locale, etc. Et si on parle des hommes, alors on va les essentialiser, ça va être toujours très typés. Un basque égale marin aventureux, un catalan égale un habile commerçant, un cantabre égale un montagnard sentimental. Mais alors, par contre, pour ce qui est de ces hommes, ils servent à introduire finalement une collection de monuments, et le guide bleu, finalement, grosso modo, ça se réduit à ça. Barthes, à ce moment-là, il dit que ça correspond aussi à une morale bourgeoise qui ne peut concevoir l'art monumental, que s'il est chrétien et catholique. Par exemple, on ne va pas souligner que cet art chrétien, catholique, a défiguré la mosquée de Cordoue, où il y a une grande forêt de colonnes d'origine musulmane. Ça, par contre, on n'en parle pas. Et
Donc pour ceux qui ça donne un peu à la lecture de BD, ça fait penser au voyage organisé des Bidochon, je ne sais pas si vous le connaissez, par Binet. Donc c'est un couple de Français très moyens qui font un voyage organisé en Russie. Et l'organisation du voyage ne leur propose que de la visite de monastère. Ils passent de monastère en monastère. Donc la sélection des monuments, selon Barthes, est un parti pris idéologique et qui refuse toute explication historique, supprime la réalité de la terre et des hommes. Et le monument, il devient stupide, indéchiffrable. Et le guide bleu, finalement, est un instrument d'aveuglement qui réduit la géographie à la description d'un monde monumental inhabité. Mais à cette époque, quand même, il y avait une évolution du voyage touristique. Il y avait d'autres propositions, d'autres guides qui s'appuyaient plus sur la géographie humaine que le guide bleu. Mais le guide bleu, lui, il est resté très rétrograde. Il est resté sur une mythologie anachronique qui considère l'art religieux comme une valeur fondamentale de la culture et ses richesses comme un emmagasinement de marchandises, c'est-à-dire les musées. Le troisième point dans le guide bleu, eh bien, il faut se souvenir quand même qu'à cette époque-là, en 1957, l'Espagne est sous le régime de Franco. Et Barthes souligne le franquisme latent du guide bleu. Donc, en dehors de quelques récits historiques, dans lesquels, alors là je cite Barthes, dans lesquels les républicains sont toujours des extrémistes en train de piller les églises, entre parenthèses, mais rien sur Guernica, cependant que les nationaux, eux, passent leur temps à délivrer, par la seule grâce d'habiles manœuvres stratégiques et de résistance héroïque, c'est-à-dire le pays. Et là, on va trouver un autre point important dans la théorie du mythe de Barthes, c'est-à-dire le mythe alibi. Donc là, Barthes va mettre en avant ce qui est dit dans le guide bleu, c'est-à-dire la prospérité du pays grâce donc à la victoire des nationaux qui ont pu relancer économiquement le pays, etc. C'est l'alibi du mythe, comme le noir qui salue le drapeau est l'alibi d'un empire bien accepté par les populations colonisées. C'est l'alibi. Et alors, Barthes suppose que, quand même, cette prospérité est répartie hiérarchiquement en Espagne, ce que ne dit pas explicitement le guide bleu. Et là, Barthes va citer le guide bleu, donc je vais lire ce qu'il en dit. « L'effort sérieux et patient de ce peuple est allé jusqu'à la réforme de son système politique, afin d'obtenir la régénération par l'application loyale de solides principes d'ordre et de hiérarchie. » Donc il dit que certainement que la prospérité a été répartie hiérarchiquement. Voilà. Ou comment un guide touristique peut devenir un instrument de propagande. Je pense que c'est... Alors, où on en est? Quelle heure est-il? 20h04. On continue? Tu nous en fais un. Lequel? Peut-être les régions. Les régions. Bon, je vais parler d'un mythe un peu plus actuel, sur lequel j'ai un peu travaillé. Je vais parler des appellations administratives, départementales et régionales. Certains noms de départements sont porteurs d'une parole mythique qui façonne l'imaginaire du touriste. Alors on va prendre par exemple les Alpes de Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. Les Alpes de Haute-Provence, comme vous le savez certainement, avant s'appelaient les Basses-Alpes. C'était absolument péjoratif, source de complexes, voire de ressentiment. Et évidemment, on pouvait comparer avec le département voisin qui était les Hautes-Alpes.
Alors il y avait une inégalité devant l'enjeu du tourisme, l'économie principale de ces départements. Et là, eh bien, on a rétabli la chose pour établir un jeu de concurrence loyale, de concurrence économique par le tourisme. Et les Basses-Alpes sont devenues donc les Alpes de Haute-Provence. Et malgré tout, le 0,4 finalement quand même par rapport à la Provence, c'était la Haute-Provence, mais il n'y a pas la mer. Donc c'est finalement destination qui offre du soleil, mais à moindre coût. C'est le soleil au rabais, quelque part, un petit peu. Alors les Hautes-Alpes, c'est beaucoup plus la haute montagne, l'alpinisme, etc., les sports de montagne, le ski, voilà. Alors ça, on va le passer parce que ça va être un peu trop long quand même. Et je vais passer maintenant au nom de région. Et on va retrouver le principe de la concurrence. Alors, il ne nous a pas échappé que les noms de région, ils ont changé assez récemment, hein, en 2016. Alors, je vais parler de deux territoires. Le nord de la France, qui s'appelait avant Nord-Pas-de-Calais, Picardie, c'est devenu les Hauts-de-France. Et l'Est, l'Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, devenu le Grand Est. L'appellation Nord, pour ce qui est de la région, ça signifie rien d'autre que cette région est à une latitude précise relativement à l'espace français. Donc là, on est dans le langage objet. Tout comme l'Alsace-Lorraine, c'était les noms vernaculaires de ce territoire. Encore une fois, il n'y avait pas de message, il n'y avait pas un mythe qui était porteur d'un message. Par contre, quand on parle de Hauts-de-France, on est dans l'emphase, ou de Grand Est également, c'est plus juste une précision. Là, on va parler sur ce qui est indiqué, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le langage n'est plus tributaire de ce dont on veut parler, mais au contraire, il instrumentalise ce dont on parle. Donc, en reprenant les mots de Barthes, on vient chanter sur la région concernée, on poétise sur, on est en présence du métalangage. Que recouvrent ces noms poétisés ? Alors, on remarquera en premier lieu que c'est deux régions qui ont été fortement impactées par la déprise économique. Bon, il y avait des mines de charbon dans le nord, le textile dans l'est, etc. L'agriculture n'arrive pas vraiment à compenser. Donc on va enjoliver et déformer une réalité pour redonner de la fierté aux habitants de ces deux régions. Ils ont beaucoup sacrifié, économiquement parlant, socialement parlant, ces habitants. Quelque part, on leur donne une sorte de médaille fictive, une sorte de reconnaissance un peu tardive. Et c'est aussi un petit coup de pouce pour le dynamisme de la région, parce que il ne faut pas oublier qu'on est dans un système concurrentiel où tout le monde est donc en concurrence, les individus, les communes, les départements, les régions, les États. Et donc là, on donne un petit coup de pouce aux gens, mais ça s'arrête là. On ne va pas aller au-delà, parce que, malgré tout, c'est à chacun de se débrouiller pour tirer son épingle du jeu. Il suffit de traverser la rue, de retrousser ses manches, et on trouvera du boulot. Donc là, on va redonner un peu de fierté à ces habitants, mais il n'y aura pas d'État-providence. Voilà ce que je pouvais en dire sur ce... Donc maintenant, on a beaucoup parlé. Je pense que s'il y a des questions, si on veut débattre, si vous voulez débattre, c'est le moment.